Voilà. Bon, bah, du coup, bonsoir à tous. Donc, ça fait un petit temps, depuis juin. Pour certains, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. En même temps, on avait besoin de vacances. En même temps, vu ma tête, on a l'impression qu'on n'a pas pris de vacances parce qu'on est un peu fatigué déjà. Et du coup, pour la rentrée, Romuald n'est pas là. Mais voilà, je vous fais un petit coucou de sa part aussi. C'est pas parce qu'il voulait pas être là, mais il avait sa rentrée des classes aussi, lui, sur certaines choses. Donc, il sera là les prochaines fois. Et puis, il y a Cécile donc, qui est avec nous, voilà, ce soir. C'est moi qui fais la reprise sur un sujet facile, la guérison. Non, mais je dis sujet facile parce que il y a des sujets beaucoup plus techniques que que celui-là. Et en plus, en toute authenticité, j'ai fait un support, mais j'ai un peu tardé à le faire parce que j'ai beaucoup de travail. Donc, il est peut-être un peu moins imagé que d'habitude, mais c'est pas grave parce que j'allais dire pour un peu, j'aurais pu le faire sans image. Je vais essayer quand même voilà, de l'agrémenter un petit peu quand je le renverrai. Mais le plus important, voilà, c'est ce qu'on va en dire. Alors, je vais, comme d'habitude, lancer, l'enregistrement est lancé, partager mon écran le temps de la présentation, et puis après, on se retrouve et on partage. Pendant la présentation, euh, c'est selon votre souhait, mais comme du coup, des fois, il y a les petites vignettes avec vos visages qui apparaissent, nous, ça ne nous gêne pas. Et vous savez, comme il y a les replays, si vous avez peur qu'après, vous deveniez trop célèbre, et que tout le monde sonne à votre porte, vous pouvez couper la caméra. Voilà. C'est selon votre souhait. Voilà. Allez. Euh, ah, je ne. Alors, je vais pas nous représenter. Je ne vous ai pas la représenter dès le début. Je vais nous représenter au fur et à mesure. Est-ce que ça va, Cécile? On voit? C'est bon Oui, pour c'est mon tout écran. bon. Ok. Allez. On revient sur le fait, TCAB, c'est pour le plaisir de partager. D'ailleurs, c'est comme manger. Manger, majoritairement, c'est pour le plaisir de partager. Voilà. Et on est trois usuellement, donc Romuald qui est sophrologue et bientôt psychothérapeute aussi, il est en train de faire son chemin pour continuer à grandir. Cécile, qui est du coup euh, ingénieure, nutritionniste, diététicienne plus, entre guillemets, voilà, c'est une diététicienne, mais et bien plus, comme d'autres qu'on a là, voilà, dans l'assemblée. Et du coup, moi-même qui suis psychothérapeute, psychotraumatologue. Et pour ce soir, je vais le redire, ça je crois que c'est important pour le support de ce soir, et qui suis une ex-patiente malade qui a souffert de TCA pendant très longtemps et de 3 troubles des conduites alimentaires. Et je suis la preuve sur pied qu'on en guérit. Voilà, comme ça, pour ce soir, je crois que c'était important que je me présente aussi sur ce prisme-là. C'est aussi pour ça que je peux porter facilement tous ces propos. Alors, guérir du TCA possible ou pas, hein, vous nous retrouvez tous les trois avec notre sourire. Il faudrait qu'on change les photos parce qu'on vieillit, mais ça ne se voit pas, puisque c'est la même photo. Pas beaucoup de cheveux blancs sur la photo. J'en ai un Voilà. peu plus là Et, aujourd'hui. donc, est-ce que c'est possible de guérir ou pas? Pourquoi je voulais parler de la guérison aussi ce soir? C'est parce que on entend encore trop souvent, y compris de la part des soignants, et plus tristement aussi des malades de leur entourage, qu'on ne pourrait pas guérir. Bah si, on peut guérir et c'est avec joie qu'on vous le dit. Et en plus, nous, on en est assurément convaincus tous les trois, hein. Voilà, donc depuis le début. Alors, déjà, je vais parler un petit peu de c'est quoi la guérison, quand même, parce que c'est quoi guérir? Alors, il y a plusieurs façons de le dire, hein, guérir, hein. Mais la guérison, la définition classique, hein, vous pourriez trouver dans d'un dictionnaire, pardon, c'est disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Donc, c'est comme si quand on est guéri, on redevient comme avant. Alors, on va en discuter parce que la définition, là, déjà, pose question. C'est, nous, on vous confirme, on guérit de la majorité des maladies et les TCA sont des maladies, donc on peut guérir des TCA. Voilà, on va amener aussi le raisonnement comme ça. Finalement, on partagera après. Moi, je vous amènerai aussi à réfléchir, au fond, ça veut dire quoi guérir dans les TCA? Parce que il y a une petite subtilité quand même dans les maladies qui sont dites chroniques, et on va y revenir. Le TCA est une maladie chronique puisqu'il dure un certain nombre de temps. Est-ce qu'on revient à l'état antérieur
Ben non. Normalement, on devient à un meilleur état que l'état antérieur. Donc, globalement, c'est encore mieux qu'avant. Voilà, c'est ça le but du jeu. Alors, la guérison, j'ai été chercher aussi. À chaque fois, vous savez, on démarre en douceur, et j'ai été chercher d'autres définitions, donc dans un dictionnaire médical, hein, où il y a plein de définitions, et ça dit, la guérison, c'est un processus. Ça m'a paru important. Un processus, c'est une chose qui dure. Triangulaire. Alors, lui, dans le dictionnaire, là, il cite trois parties. C'est la maladie qui guérit, donc il disparaît. C'est le patient qui guérit, le porteur de la maladie, et avec l'aide du médecin qui pense possiblement qu'il a participé à la maladie. Moi, j'aimerais que dans cette définition, on puisse ajouter aussi, c'est ceux qui guérissent aussi, c'est l'entourage. Voilà, parce qu'on guérit tous ensemble et ce sont des maladies qui euh, touchent une personne, mais du coup aussi qui affectent son entourage. Pas de la même façon, mais l'entourage est affecté. Alors, il y a des maladies dites aiguës, voilà, qui finissent par guérir assez rapidement. Vous relirez, hein, on vous enverra le support. Le trouble des conduites alimentaires, en soi, c'est pas une maladie aiguë, puisqu'on va être sur une maladie chronique, donc des maladies qui durent. Ceci étant, pourquoi j'ai repris cette définition aussi, c'est que parfois, il y a des phases vraiment aiguës dans le trouble des conduites alimentaires, des phases où possiblement, on pourrait perdre la vie par dénutrition, malnutrition, aussi parce que des fois, on perd l'espoir et on peut avoir des idées noires. Donc, c'est une maladie non aiguë en soi, donc plutôt une maladie chronique, mais de temps en temps, on a des phases aiguës où dans ces cas-là, il faut qu'on réagisse assez vite. Dans cette définition du dictionnaire, elle dit les maladies chroniques, par définition, ne se guérissent pas. Ah, bah Angélique, tu viens de dire que le TCA est une maladie chronique. Mince alors, elle ne va pas guérir alors. Bah si, globalement, on peut. Alors là, il cite le diabète, hein, qui est une maladie chronique bah, avec laquelle on apprend à vivre. Mais dans le cas des troubles des conduites alimentaires, ça fait partie des maladies chroniques qui durent au long cours, voilà, qui, si on ne les soigne pas, vont se chroniciser quasiment à vie, puis en plus vont se complexifier de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire vous aurez mal à d'autres endroits dans le corps et aussi sur le plan psychologique. Mais ce sont des maladies chroniques parce qu'on les laisse se chroniciser, parce qu'on n'arrive souvent pas à les repérer assez tôt. Mais ce sont des maladies chroniques dont on peut guérir pleinement. En même temps, je reprends ce qu'on disait avant, est-ce qu'on redevient comme avant? Ben, souvent, non, pas tout à fait, parce que notamment quand un trouble des conduites alimentaires, il a commencé que vous aviez 12 ans, j'espère bien que quand vous guérissez, si jamais ça dure, c'est un peu long, si vous guérissez à 25 ans, j'espère bien que vous n'allez pas retrouver votre taille de 12 ans, ni votre mental de 12 ans. Voilà, du coup, ce sont des maladies qui, comme elles durent, heureusement, on ne redevient pas tout à fait comme avant. On finit sa croissance et on améliore même les choses. Et normalement, le cadeau dans une maladie, parce qu'il faut quand même tenter d'en trouver un, c'est que ça doit être mieux après, donc à traverser tout ça. Voilà. Là, j'ai été rechercher. Alors moi, je ne suis pas une fan des stats, mais j'ai pensé à ma super copine Cécile qui aime plus les statistiques que moi. Non, euh, j'ai pris des stats là, qui viennent, je cite toujours les sources, c'est très important. Donc un petit coup de chapeau aussi au professeur Hugo et l'association Autrement et d'autres hein, qui bossent avec Daniel il n'y a pas très longtemps pour l'usage d'un futur livre. Il a été chercher les statistiques. Statistiques ça nous aide aussi. Hein, montrer que c'est pas simplement Romuald, Cécile et moi, on n'est pas optimiste seulement de nature. Pour de vrai, à l'heure actuelle, l'état des lieux en février 2025, c'est on guérit dans 70 à 85% des cas, deux fois plus qu'en 1980. Donc c'est chouette voilà, de ressortir, c'est que on progresse. Alors ce qui est possible, c'est que on pense encore qu'on ne guérit pas parce qu'il traîne des vieilles idées qui datent de 1980. Voilà. La durée moyenne, c'est de 3 à 5 ans. Oh mince, j'ai une lettre qui a sauté. Voilà. Avec des soins. Je rajouterai la lettre. Avec des soins, bien évidemment. Parce que ça ne guérit pas spontanément. La magie, voilà, ça n'existe pas. Donc, avec des soins, bien évidemment, en étant accompagné. Des études, donc plusieurs faites à l'international, ont montré que le taux de guérison augmente toujours, même après 5 ans. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui sont un peu plus longs, un peu plus laborieux, pour différentes raisons, peut-être aussi parce qu'ils ont d'autres maladies ou d'autres circonstances qui font que ça ralentit le chemin de guérison,
Ben, même après 5 ans, la courbe augmente toujours. C'est pour ça, là, je ne rentre pas dans le détail de la courbe, mais la courbe, là, elle montre que malgré tout, ça continue à augmenter. Et même quand ça a l'air de stagner, on va aller stagner de plus en plus vers 90% de guérison. Voilà. Et moi, j'aime à redire, au-delà des statistiques, euh, que possiblement, même si on n'a pas atteint les 100%, ça vaut toujours le coup d'améliorer son quotidien. Parce qu'on peut ne pas être guéri à 100%, mais on peut largement améliorer sa qualité de vie comme dans beaucoup de maladies chroniques. Alors, la guérison, du coup, vous comprenez, c'est pas une option. C'est même la majorité des cas et c'est la devise aujourd'hui. La rechute non plus, c'est pas une option. Et elle fait partie du chemin. Ça aussi, Daniel a sorti des statistiques en disant même avec hospitalisation, la rechute se produit dans 65% des cas dans les 3 à 5 ans. C'est fréquent, notamment les premières années. Bon, et du coup, au bout de 3 ans sans rechute, on passe justement à cette fameuse guérison quasiment à 90%. Et bien sûr, il y a des stats euh, données sur l'anorexie, la boulimie, les grands classiques, mais on le trouve aussi sur les compulsions hein, et sur les autres troubles des conduites alimentaires. Donc ça vaut le coup de s'accrocher quelques années jusqu'à atteindre justement des moments où il n'y a plus de rechute pour passer au stade de guérison. Une rechute, c'est quoi? C'est temporairement, on fait une petite régression. Voilà. C'est pas un échec. Une rechute, dans toutes les maladies, il peut y avoir des rechutes. Eh ben, ça nous apprend des choses, ça nous permet de dire, tiens, qu'est-ce qu'on met de plus ou de différent la fois d'après pour aller vers la guérison. Voilà, donc une rechute, j'y tiens, ça n'est pas un échec. Ça fait partie du parcours et un peu comme des erreurs, finalement, dans un parcours d'apprentissage, ça nous permet d'aller plus loin ensuite. Les facteurs de rechute, donc pareil, il y avait des stats qui avaient été faits, et pourtant c'est vieux en 2005, mais je me permets de les reciter. Euh, Notamment l'indice de masse corporelle, le poids de départ influence largement la rechute. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que notamment pour les diététiciens, diététiciennes, hein, c'est le poids de départ et même pour nous tous, c'est plus le poids est aux extrêmes, plus il y a de risques de rechute. Donc on doit se tenir encore plus voilà, au chemin de guérison. Et dans les facteurs de rechute, c'est marqué manque d'adhésion au traitement. Alors là, c'était cité dans l'anorexie et le désir d'être mec dans la boulimie. Mais encore une fois, il y a d'autres études qui ont élargi aux d'autres aspects. Alors, on peut se dire, ça veut dire quoi, manque d'adhésion au traitement? Est-ce que c'est le patient qui est résistant et qui veut pas obéir? Ce qu'on appelle manque de compliance. Ben, la réalité, c'est que s'il y a un manque d'adhésion au traitement, ça veut peut-être dire que on s'est mal expliqué, nous les soignants, sur ça va être quoi le traitement, comment on va s'y prendre. Pour adhérer, faut-il bien comprendre. Et puis parfois, c'est difficile aussi d'adhérer à un traitement, et 2 ou 3 semaines après, c'est possible. Voilà, donc c'est le manque d'adhésion, ça interroge tout le monde. Il y a des étapes dans une vie. Et quand il citait possiblement dans les facteurs de rechute, il y a le désir d'être maigre dans la boulimie, mais on pourrait dire dans tous les TCA, il y a quand même une obsession là sur le maniement et le remaniement du corps. Je souris un peu par rapport à l'étude parce que je me dis, ça aussi, c'est pour ça que des fois, moi, les études, je les prends avec des pinces parce que, oui, ben, le désir d'être mec dans la boulimie, c'est aussi un peu le principe de la boulimie. C'est pour ça que des fois, ils me font sourire parce que un des facteurs de rechute, ça serait un des critères même de la maladie. Voilà. Donc, c'est pour ça, hein, je te vois, Cécile, qui fait ça. J'ai cité pour dire, on a les statistiques. Je les ai prises, c'est pas mon habitude, mais là aussi pour vous dire que c'est très encourageant. Ensuite, attention, parce qu'une statistique, des fois, elle dit des choses, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, hein. Donc c'est un peu étrange. Voilà, donc ce fameux désir de minceur, maigreur ou de perdre du poids, de toute façon, c'est le leitmotiv du TCA. Donc est-ce que c'est un facteur de rechute? C'est étrange de le nommer comme ça. C'est un facteur plutôt voilà, lié itinérant à la maladie. Alors, la guérison, c'est quoi? Parce que c'est le sujet du soir. Tous les signes du trouble des conduites alimentaires ont disparu depuis plus de 200. Ça, c'est les définitions qui sont données. Au-delà de 3 ans, donc, on va parler vraiment de guérison. Euh, on a passé à un certain stade, sans rechute. Les comorbidités, c'est-à-dire
tous les troubles associés, les troubles dans le corps, parce que le TCA, il abîme le corps, le tube digestif, les cheveux, les dents, tout. Le TCA, il abîme aussi le mental. Voilà. Donc, les comorbidités qui viennent compliquer, complexifier le TCA font un peu baisser le taux de guérison. Donc, ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut capituler. Au contraire, il faut traiter les deux. Et il y a un drame dans les TCA pour moi, c'est que parfois les gens ont des maladies avant le trouble des conduites alimentaires et possiblement on les soignerait. Parfois, la maladie, on la révèle après le TCA et pour le coup, possiblement, on s'occupe plus de cette maladie parce qu'on va dire au patient, t'as qu'à grossir ou t'as qu'à maigrir et on verra comment ça va après, on s'en occupera. Voilà. Donc, le TCA s'accompagne de comorbidités, donc de maladies voilà, qui gravitent avec. Et il y a aussi des pathologies qui peuvent être sous-jacentes, antérieures, et il est essentiel de traiter le tout. Sinon, il est évident que ben, forcément, ça ralentit le processus de guérison et possiblement, ça fait baisser le taux de guérison, ou bien on pourrait dire, il faut rallonger le temps de soins ou augmenter la qualité des soins. Guérir du TCA ne suffit pas à guérir du TCA, c'est du coup ce que j'en déduis. Guérir du TCA ne suffit pas à guérir du TCA. Il s'agit aussi de guérir tout le fond du mal-être, que ce soit du mal-être physique ou du mal-être psychique. Donc on doit traiter les deux, le tout, de façon plutôt structurée, organisée, pour que le patient puisse adhérer au traitement qu'il comprend. Toujours accompagné, parce que alors, guérir du TCA tout seul, là, c'est juste une illusion, hein, parce que c'est aussi une maladie de la relation. Et il n'y a pas vraiment de retour à comme avant. On va viser mieux ou différent, notamment parce que dans l'entre-deux, surtout quand ça dure 3 à 5 ans, quelquefois un peu plus, on a grandi. Donc heureusement que ça peut ne pas être comme avant parce que voilà, sinon ça sera un petit peu triste. La guérison de quoi et de qui on a besoin? On a besoin de, comme le corps souffre, on a besoin de nutrition. Et dans les stades, dans les études qui sont rapportées, aujourd'hui on dit bien, on a besoin absolument de gérer la partie corps, travailler sur la nutrition, mais cela ne suffit pas. Il est absolument nécessaire d'y associer un travail sur la tête, c'est-à-dire un travail psycho, je vais dire ce mot très large, mais cela ne suffit pas non plus. Donc, à une époque, on a même pensé qu'on n'était que du ressort de la psychiatrie. C'est faux. On doit faire les deux en même temps, les deux en parallèle. Et bien plus évidemment, c'est-à-dire, il peut y avoir aussi parfois besoin de médicaments à certaines occasions. Et je fais un petit clin d'œil à tous nos collègues, hein, notamment Cécile, tous ceux qu'on a formés. Et bien sûr, psychomotriciens, sophrologues, naturopathes, voilà, chacun va trouver aussi voilà, des disciplines pour travailler en complément, pas tout le long du chemin, mais à certains moments. Voilà. Donc, se rappeler que de toute façon, il y a obligation de traiter la tête et le corps. Voilà. Donc, et guérir, c'est pas seulement, encore une fois, manger tout en quantité équilibrée, c'est aussi pouvoir le partager et travailler à ça tous ensemble. La guérison de quoi et qui avons-nous besoin? Alors, dans les différentes thérapies, je voulais pas faire un gros laïus ce soir, parce qu'il y a plein de thérapies. Alors, il paraît que la TCC est meilleure, possiblement l'acte, possiblement la pleine conscience, possiblement les thérapies interpersonnelles, possiblement ci, ça. Dans les faits, il faut des thérapies où on va pouvoir traiter la tête et le corps. Et même chez un psy, normalement, si tout va bien, il doit un petit peu se préoccuper de ce que vous sentez dans votre corps. Il ne parle pas qu'à votre tête. Voilà. Avec une notion systémique. Ça aussi, systémique, ça veut dire on prend tout le système qui est vous, tête et corps inclus, et aussi en pensant avec le système. Parce que manger, être en relation, l'image de moi, celle que tu me renvoies, tout ça, c'est systémique. Ça a un rapport avec la famille, avec les autres. Donc, on doit travailler en équipe. Avec ce que l'on sait déjà faire, parce que le patient qui souffre de TCA, il n'est pas complètement nul en tout. Il y a plein de choses qu'il sait bien faire aussi. Voilà. Donc, il faut servir de ce qu'on sait faire et avec ce que l'on peut faire pour avancer et pas ce que l'on veut faire. Je remets un petit coup sur tous ceux qui vont dire allez, t'as qu'à faire preuve de volonté. La volonté, c'est dans le cortex, ça se développe tardivement dans le cerveau de l'humain et
Même si on veut, on ne peut pas forcément. Donc, c'est travailler avec ce que l'on peut faire pas à pas en équipe en gravissant les marches les uns avec les autres et les unes après les autres. La guérison, de quoi n'avons-nous surtout pas besoin? Je fais un petit passage quand même, hein, voilà. Euh, les bons conseils de ceux qui n'y connaissent rien. Mais c'est toujours sympa. Les réseaux sociaux, qui adorent vendre tout et n'importe quoi et à raconter des aberrations. Les patients ou l'entourage qui ne font pas de discernement et qui font de leur propre cas une généralisation. Ben non, tous les autres ne vont pas forcément guérir de la même façon. Les bonnes copines qui sont au régime, on essaie aussi de les déranger, et les bons copains, hein, bien évidemment, hein. Les abus de traitement aux usages détournés, parce que parfois on se sert de certains médicaments à des fins plus ou moins satisfaisantes, et un médicament ou un produit, une potion magique qui fait guérir, bah, ça ne va pas durer toute la vie. Voilà, donc il n'y a pas que ça qui peut nous aider. Les hospitalisations répétées avec le sentiment d'être en prison, parce que plusieurs hospitalisations aussi, à terme, on a juste l'impression d'être enfermé et c'est pour re-shooter encore pire après, ça questionne. Et c'est pas seulement, enfin, c'est pas mon seul propos, hein. Les potions magiques et les praticiens magiciens, voilà qui vous proposent en une ou deux séances d'hypnose ou que sais-je encore, tout va mieux aller. D'ailleurs, je vous invite à faire toute votre liste à vous, hein, personnelle, de tout ce qui ne vous a pas aidé. Alors, la guérison, ça n'est pas linéaire, c'est comme apprendre à marcher, hein, on va y aller doucement, et puis ça va prendre du temps. Là, j'ai fait des petits clins d'œil à des conférences qu'on a déjà faites. Bon, mince, il n'y a que 24 heures dans une journée, voilà, donc ben, du coup, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, on va faire des petits progrès tous les jours. Alors, les facteurs de guérison, là, petit clin d'œil parce que c'est Cécile qui a amené ces éléments-là. Je rends à César ce qui est à César. Alors, sur le plan somatique, Cécile nous donne quelques indications. Vous pourrez relire, de toute façon, elle vous expliquera plein de choses à l'occasion. Les critères de guérison, c'est restauration du poids. Et il s'agit notamment qu'il soit stabilisé. Alors, quand on est chez les enfants et l'ado, hein, c'est par rapport aux courbes hein, qui sont dans les carnets de santé. Par rapport à une personne adulte, et ça éventuellement tu pourrais y revenir Cécile, c'est retrouver un poids qui permette à peu près donc une santé et au regard des courbes qu'on avait antérieurement, si on les a. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de carnet de santé et on ne savait pas. Mais le poids qui va bien, c'est un poids de santé. C'est pas forcément le poids esthétique et c'est là que des fois c'est difficile. Retour des fonctions physiologiques normales. C'est qu'à l'intérieur, il faut que ça marche bien. Voilà. Et que soit femme, on parle des menstruations, mais homme aussi, il faut que tout refonctionne bien à l'intérieur. Et petit à petit, on doit voir aussi disparaître tout ce qui est complications somatiques, notamment les plus courants dans le cas des troubles des conduites alimentaires, les troubles digestifs, les douleurs à l'estomac, au ventre, les troubles cardiovasculaires avec les risques hein, qui augmentent pour ces pathologies-là, et tout ce qui est aussi du type dermatologique, osseux, dentaire. Voilà. Donc tout ça doit pouvoir se réguler. Les critères de guérison, c'est absence de comportement à risque. On arrête les purges, les vomissements, on arrête la maltraitance. On range les diurétiques, on range les laxatifs et on fait confiance à son corps, bien alimenté, ça doit pouvoir tourner. Les absences de crise, de boulimie ou d'hyperphagie, hein, quand on est dans ces pathologies-là. Et on revient à une alimentation plus régulière et flexible. Donc, bien évidemment, dans les indications françaises classiques, il y a capacité à manger 3 repas par jour, avec ou sans collation, mais à la limite, bon, même si avant vous en mangiez 2 ou avant vous en mangiez 4, ça marchera aussi, hein, voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas le 3 absolument inscrit, mais l'idée c'est que ça soit fait avec tranquillité, sans que le repas soit une zone rouge où là on est en alerte et qu'il y a beaucoup d'anxiété. La capacité à manger aussi de façon très diversifiée et à ranger les aliments dont on a eu peur ou qu'on a évité ou qu'on adore et qu'on évite parce qu'on a peur de manger tout le pot. Voilà. Donc, c'est de pouvoir réintégrer l'intégralité de l'alimentation. Et j'aime bien dire aussi, mais ce que vous n'aimiez pas avant, si vous n'aimiez pas les épinards avant, on va pas vous demander de les aimer après, hein. Voilà, il faut rétablir les choses, hein. Voilà. Comportement alimentaire qu'on dit intuitif et fluide, un peu comme Bugs Bunny, naturellement, il sait qu'il va manger des carottes, voilà, hein, c'est dans sa phylogénèse hein, qui sait ça. Donc, capacité à sentir et ressentir le besoin de la prise alimentaire et de la
finalement, de faire confiance au corps à cette capacité, il va sentir quand c'est fini. Ok, c'est plein, on va faire d'autres choses. Et un petit peu plus tard, voilà, c'est vide à l'intérieur, je suis en baisse de régime, je dois aller manger. Donc, c'est retrouver cette capacité qu'on a développée naturellement quand on était plus jeune et qu'on a perdue. Capacité à manger en société, dans n'importe quel contexte. Parce que le TCA, finalement, il empêche de pouvoir manger sereinement euh, en société la plupart du temps, et du coup, il isole. Si on refuse tous les repas, ça devient difficile d'avoir des amis, surtout dans un pays où on aime bien manger. Diminution des rituels alimentaires, pour que petit à petit, bah, manger, bah oui, ça devienne simple. Voilà, parce que il y a quand même plein de patients aussi qui préfèrent dire, je préfère pas manger parce que c'est trop compliqué. Ben non, si on revient à la base, ça peut redevenir relativement simple et même plaisant. Et bien évidemment, de faire baisser tout ce qui est pensée et peur autour de l'alimentation, mais à la limite, on est déjà presque dans le psychologique alors qu'on était encore dans le somatique. Et j'ai ajouté un petit plus, Cécile, et j'adore ton petit bonhomme, il est trop mignon. Euh, L'autonomie dans la gestion des repas, donc c'est de pouvoir faire en fonction de soi. Et je crois qu'effectivement, ce qu'on vise dans la guérison, sur le plan, donc si on dit somatique et alimentaire, c'est l'autonomie, sentiment de liberté et de légèreté à pouvoir remanger au moment où c'est nécessaire pour nous, de retrouver le plaisir. Donc, la saveur, c'est pas que dans la bouche, c'est aussi tout le plaisir que ça procure. euh, Parce qu'il y a certains éléments qui nous ramènent à des moments de plaisir. On a tous des Madeleines de Proust quelque part, hein, et à être en relation et à manger avec les autres, tout en étant en référence à ses propres besoins. Manger, c'est quelque part une activité qui à la fois nous contraint à nous centrer sur nous et sur les autres. J'ai dit contraint et c'est très maladroit parce qu'en vérité, si c'était bien fluide, une activité qui nous engage à vérifier nos propres besoins et à partager avec les autres. Donc on est sans arrêt avec soi et avec l'autre et manger, voilà, c'est cette alternance. C'est parfois pas facile pour les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, c'est euh, pour, pour arriver à remanger, on doit être en référence avec nous, mais du coup, on perd le lien avec l'autre, et quand on est trop centré sur l'autre, on perd le lien avec nous. Donc, c'est de retrouver cette flexibilité, voilà, des deux côtés. Pour retrouver bah, ça, alors évidemment, je vais faire la peau à des vieilles croyances. Est-ce que cette jeune femme, c'est une vilaine gourmande? Bah non. Non, 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 c'est juste une magnifique jeune femme, finalement, qui prend plaisir, peut-être là, à savourer ce que sa maman ou sa grand-mère a fait, et c'est un pur moment de bonheur, parce qu'à la fois c'est bon, et à la fois c'est que du partage, que du bonheur. Sur le plan psychologique, le critère psychologique, guérir du TCA, c'est restauration de l'envie et de la joie de vivre. Voilà, ça c'est important. C'est l'envie de vie. Voilà. On peut être gourmand de vie, c'est plutôt chouette aussi. Retour des fonctions psychiques normales. J'ai paraphrasé Cécile quand elle a mis retour des fonctions somatiques normales. Psychique normale, ça veut dire on range l'anxiété, on range les états dépressifs, on range la nervosité. Voilà, c'est du coup, normalement, le cerveau va revenir à des états normaux de fonctionnement. Un petit coup de stress de temps en temps et puis ça redescend. Disparition donc des pensées obsessionnelles, des comportements, je les ai nommés hors normes. Bah oui, tous ceux qu'on nous renvoie, c'est pas normal de manger comme ça ou de ne pas manger comme ça. De revenir hors normes, ça veut pas dire devenir normal comme tous les autres, parce que vous n'êtes pas les autres, vous êtes un être d'exception, mais de revenir dans une norme fonctionnelle alimentaire, une normalité d'humain, parce que les humains, ça en général, ça fonctionne à peu près comme ça sur le plan alimentaire. On doit retrouver le plaisir à partager les repas et manger sans s'en soucier. Finalement, c'est manger en étant content de manger et sans que ça soit une préoccupation excessive. Oublier le regard des autres, et j'ai fait exprès, et retrouver le regard des autres. Oublier de croire justement que l'autre, il est en train de nous épier ou de se dire, oh là là, t'as vu, il pense que je mange encore énormément ou ci ou ça. Non, c'est retrouver le regard des autres, mais juste le regard parce qu'on est content de se regarder, pas en pensant qu'il est en train de nous juger. Et remettre la relation, bah, c'est le plat principal. Il est prouvé aujourd'hui que le premier besoin des humains et des petits mammifères, dont les petits singes, c'est la relation, avant même la nutrition. Donc, et de pouvoir se retrouver soi-même. Donc sortir de l'isolement,
parce que le trouble des conduites alimentaires euh, isole. Et même quand parfois les gens souffrent euh, d'un excessif surpoids, qu'ils ont l'air d'être le bon vivant de la grande tablée, mais en vérité, à plein d'endroits, ils se sentent quand même très très seuls. Et c'est un peu délicat d'être reconnu comme le bon vivant ou le petit gros de la classe aussi, voilà, qui fait rire tout le monde. Ouais, mais il y a des moments de profonde solitude. Donc le TCA qui soit à petit poids, ça c'est souvent décrit l'isolement dans les petits poids, mais à poids plus élevé, c'est la même chose. Ça isole. Trouver et retrouver l'estime de soi. Et c'est bien plus que la confiance en soi. Ça, donc, quand vous le travaillerez à l'aide de thérapeutes, c'est la confiance en soi, c'est une chose. D'ailleurs, ça se travaille parce que ça, c'est quelque chose d'aléatoire, hein. Et on peut se faire confiance dans des domaines et ne pas avoir dans l'autre. Mais l'estime de soi, ça veut dire c'est je suis une personne estimable. Voilà, je suis un humain suffisamment bon. Et ça se travaille. Retrouver le plaisir d'être un humain, justement, avec un corps imparfait, mais un corps d'humain. Parce que moi, des fois, en rigolant, je le dis, hein, Cécile elle m'a déjà entendu le dire, moi, je trouve que, par exemple, un beau chien, c'est plus beau qu'un humain, en termes de corps, esthétique, dans mes critères. Bon, bah, en même temps, j'ai un corps d'humain, donc je vais faire avec mon corps d'humain. Donner du sens à sa vie. Et le corps, c'est un vecteur pour donner du sens à sa vie. Parce que si vous avez un vrai beau projet, vous avez besoin de votre corps, c'est votre véhicule pour y aller. Donc la guérison, elle vient aussi, pas simplement pour guérir, on va accepter son corps avec ses défaillances et on va réaccepter le poids à prendre ou le poids à perdre et le corps qu'on a parce que c'est lui le porteur de tous nos projets. Sans lui, la tête ne peut pas avancer. On va lâcher les réseaux sociaux et on va oser du réel, hein, parce que se sentir soi en face des autres, ça, c'est la vraie vie. Voilà. Les réseaux, c'est qu'une toute petite partie. Et puis, je vous rappelle que même si on le dit, parfois on se laisse prendre sur les réseaux, les images sont en partie retouchées. Pouvoir partager ses insatisfactions à être entendu aussi, ben oui, même sans TCA, il y a une partie des femmes qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Certains hommes qui n'aiment pas leur petite bouée d'amour, qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Ben, ça doit pouvoir se parler, ces choses-là. Voilà, c'est une normalité d'humain. Dans les critères psychologiques, je mettrais pas de psycho, je le répète, jusqu'en une dernière fois, sans corps. La thérapie, contrairement à ce qu'on pense, la psychothérapie, ça passe aussi par une relation avec le corps. Voilà. On n'a jamais vu un patient arriver juste avec sa tête dans un cabinet de thérapeute ou même quand on travaille en visio, on sait que vous êtes avec votre corps de l'autre côté. Donc, et la thérapie, c'est pas savoir ce que vous en pensez d'abord, c'est d'avoir ce que vous sentez dans votre corps. Voilà, quand vous êtes là, sachant qu'il y a des gens qui ne sentent rien. Et pour se sentir exister, ben, pour sentir qu'on est, voilà, faut déjà, oui, effectivement, se sentir. Donc, il y a un vrai travail pour ressentir son corps et prendre soin de lui. Voilà. Et chez tous les accompagnants, on n'est pas censé être forcément des thérapeutes corporels, c'est tous les soignants accueillent le patient avec son corps. Et on commence par une approche centrée aussi sur les besoins de son corps. Et le premier besoin de votre corps, par exemple, quand vous arrivez dans un cabinet, c'est aussi de pouvoir vous asseoir sur un fauteuil, voilà, choisi par le praticien pour votre meilleur confort. Sentir dans son corps, le projet, c'est ressentir son corps et pouvoir penser dessus. Ça s'appelle mentaliser. Pour un humain, le vrai mode de pensée, c'est pouvoir penser et sentir en même temps et pouvoir travailler avec les deux. Donc, ça va permettre de penser sur soi, avoir aussi de l'empathie et de la compassion pour les autres, parce que penser deux et deux, ça fait quatre, juste en ligne droite comme ça donne pas du tout de compassion ni d'empathie, et c'est loin d'être suffisant pour fonctionner en tant qu'humain. Et le partage des émotions, c'est aussi sentir avec son corps, pouvoir penser sur ce qui se passe quand tu me dis ça à l'intérieur de moi et partager ensuite. Ça, on en a déjà parlé. C'est, rappelez-vous, on ne travaille pas en psycho, notamment les émotions, sans avoir travaillé les sensations. D'abord les sensations, d'abord le sentir dans le corps. Pas de relation sans corps. Donc c'est le premier sujet, y compris en psychothérapie. Et c'est aussi la relation avec le corps de l'autre. Parce que le thérapeute, en face, il a un corps et il peut s'exprimer. Voilà. Et l'entourage a un corps aussi. Et de temps en temps, il peut s'exprimer et il peut décider aussi finalement d'avoir des gestes chaleureux. Les critères psychosociologiques, parce que
La guérison, ça demande l'aide des autres. On ne sort pas d'un TCA tout seul et on ne sort pas d'un TCA qu'avec son seul psy ou sa seule diète, ou même les deux. On a besoin de tout le monde. Parce que les repas, le regard de l'autre, le poids de l'image de la société aujourd'hui, c'est avec tous les autres au quotidien. On a souvent dit que c'était une maladie euh, induite aussi par des dysfonctionnements familiaux. C'est à la fois juste et à la fois faux de tout mettre sur le dos de la famille. Mais on a besoin de la famille et elle est d'ailleurs ravie de pouvoir participer. Donc la guérison, ça demande l'aide des autres, les soignants et autres. C'est une maladie psychologique, biologique, sociale, hein, parce que du coup, elle abîme les relations qui demandent du soutien de tout le monde. On n'est jamais de trop. Bien évidemment, ça demande des gens qui aussi comprennent comment ça marche cette maladie, parce que sinon on veut aider, on est maladroit. Donc un besoin de compréhension et du soutien au quotidien. Donc les aidants familiaux et les aidants amicaux et les aidants au sens large ont aussi besoin d'être initiés et de bien comprendre cette maladie et surtout de se rappeler, c'est une maladie dont on guérit quasiment à 90% des cas et certainement on arrivera encore à plus, hein. Donc on est tous responsables et on peut tous amener une pierre à l'édifice de la guérison et on a besoin aussi finalement tous euh, de se responsabiliser et de responsabiliser tous ces gens dans les médias, les réseaux, tous ces gens finalement qui font de la pub pour maigrir, de la pub pour le sport, qui mettent des promesses, mais le corps de l'un n'est pas le corps de l'autre. Chacun de nous a des limites personnelles et on doit individualiser aussi ce soin. On ne peut pas projeter sur les autres. Et puis responsabilité de nous tous, et je le dis aussi, ça c'est un petit coup de gueule aux thérapeutes, c'est si les thérapeutes ne savent pas faire, alors qu'ils reroutent les patients qui souffrent de TCA. Parce que la guérison, elle est d'autant plus facile à obtenir dans le temps qu'on n'y a pas passé 25 ans et qu'on n'a pas subi l'errance thérapeutique et des soignants qui ne savaient pas nous soigner et finalement on perd du temps. Voilà. Donc c'est aussi être responsable. On ne peut pas être bon dans tout, on ne peut pas savoir tout faire, ben, c'est pas grave. On reroute à d'autres gens. Donc au-delà de ça, c'est changer nos regards. Donc changer le regard déjà et changer nos croyances, c'est contrairement à ce qu'on a dit, on guérit de ces maladies. Contrairement à ce qu'on a dit, ce sont des maladies, donc ce sont des maladies dont on guérit. Ce ne sont pas des maladies dont on guérit tout seul, on a besoin d'aide. Et voilà, c'est pas que les croyances des patients, c'est les croyances de tout le monde dont on a besoin. Voilà. Et je vous fais une image là. J'ai trouvé très jolie cette image, je sais plus où je l'ai piquée sur Internet. Voilà. C'est cette maman là qui est coincée dans son trouble des conduites alimentaires. Ben, son petit tout là à l'extérieur, il la regarde et il est désemparé. Voilà. Euh, Finalement, si la maman, on ne l'aide pas, à sortir là, de l'angoisse de son assiette, le petit il voit ça aussi. Et possiblement, on va continuer à transmettre bah, possiblement des maladies et aussi finalement des visions erronées sur la maladie, sur la guérison, sur l'alimentation. C'est une question qui nous touche tous et sur plusieurs générations. Donc on a tous intérêt à penser que l'on guérit et tous quelque chose à faire pour la guérison des patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. J'ai ajouté une dernière petite euh, page. Ça, alors attention, entendons-nous bien, c'est un petit support de cours, hein, les cours qu'on donne notamment avec Cécile et Romuald. Ce que je voulais juste vous montrer, là aussi, c'est un petit recadrage, parce que j'ai pensé aussi à tout ce poids de ce qu'on dit et qui des fois pose question pour la guérison. Parfois, on dit aux patients, voilà, ben, du coup, il va falloir sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais la zone de confort, il y a des thérapeutes et surtout il y a des pédagogues qui ont travaillé, notamment Lev Vygotsky, sur c'est quoi une zone de confort et d'inconfort dans l'apprentissage. La zone d'apprentissage, donc la zone de soins, la zone de changement, la zone où on peut guérir, c'est une zone où on a besoin d'être aidé, comme un enfant à l'école. Il y a des choses qu'on sait faire tout seul à l'école. C'est la zone de confort, qu'on pourrait dire, de l'enfant, parce que là, il sait faire. Eh ben, la maladie, c'est, on appelle ça une zone de confort, parce que c'est ce que le patient sait faire. Mais je déteste la façon dont on les dit usuellement, parce que souvent, ça sous-tend, c'est la zone dans laquelle le patient il se complaît. Eh ben vas-y, il a des bénéfices secondaires, c'est une zone de bénéfices. Non, ça, c'est pas possible de dire ça. C'est la zone de confort, c'est une zone de confort parce que quand on reste dans une maladie,
au long cours, c'est la zone où bah, on sait faire. Mais pour passer de cette zone de confort, en vérité d'inconfort, à une zone où on va peut-être prendre quelques risques et on va passer au niveau du dessus, qui bien sûr peut créer une forme d'anxiété aussi. Alors c'est super parce que le TCA, on est déjà dans l'anxiété et on vise une forme d'anxiété. Ben non, il n'y aura pas d'inconfort supplémentaire et pas d'anxiété si on est aidé et qu'on y va pas à pas ensemble et qu'on détermine les projets ensemble et qu'on a une vraie adhésion du patient et possiblement de son entourage. Donc rappelez-vous, c'est le TCA, c'est loin d'être une zone de confort en vérité. La sortie du trouble des conduites alimentaires, bien sûr, ça peut susciter de l'inconfort, comme tout changement pour aller vers mieux. Mais en même temps, quand on est aidé, eh ben, on va faire ça de façon beaucoup plus confortable. Bon alors, il est temps d'y croire. Voilà, on guérit. On guérit et en même temps, il faut du temps et on a besoin de gens et en plus, on doit le faire avec le sourire. Voilà, c'est bien sûr que de temps en temps, on a des petits moments de découragement, mais du coup, on doit y croire. Et ma grand-mère, elle disait, aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ben, aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, je vais aussi finir de démonter un vieil adage parce que beaucoup de gens disent, ah non, c'est pas bien, il faut pas. D'ailleurs, je sais plus dans quel sens ça se dit. Manger pour vivre, je crois, ou vivre pour manger. Non, ça est dans l'autre sens. Je sais même plus dans quel sens on se dit. Moi, je vous dis, il faut vivre pour manger. Si tu es mort, tu peux plus manger. Voilà, c'est clair. Et puis, finalement, il faut vivre, ça veut dire, faut vivre, partager, être vraiment vivant pour pouvoir manger. Voilà, et apprécier de manger ensemble. Voilà. Et c'est aussi important de vivre pour manger que de manger pour vivre. Parce que effectivement, si on ne mange plus, on ne vit plus. Oui, bon, j'ai tellement fait la peau à cette formulation que je ne sais même plus dans quel sens on doit la dire. Allez, ben, on compte sur vous, hein, voilà, on va se retrouver tous ensemble. Et ben, j'espère bien que vous allez désormais véhiculer le message et surtout y croire. On guérit. Ça prend du temps, on guérit. Alors effectivement, comme le cas d'un ancien fumeur, est-ce que guérir, ça veut dire, je fais une dernière admission, ça veut dire être comme si on n'avait jamais eu de trouble des conduites alimentaires? Bah, je vais vous dire, c'est un peu comme quelqu'un qui a un cancer. Si on lui a fait l'ablation des deux seins, il n'est pas comme avant. Voilà. Pour ma part, 37 ans de TCA, je suis un peu abîmée à certains endroits, mais c'est pas grave, hein. Je suis bien vivante. Et puis il y a plein de choses qui se réparent. Et puis je suis très contente justement de pouvoir véhiculer ce message. On guérit et, euh, et puis on peut aider les autres à guérir. Voilà, allez. D'habitude, on coupe l'enregistrement, mais je n'ai pas envie. Si vous êtes OK, je préférerais qu'on partage parce que je crois que sur les messages de guérison, je crois que c'est important. T'en penses quoi, ma copine? T'es d'accord sur ça? Parce que je crois que c'est précieux quand même, hein, ce volet sur la guérison. Ah, t'as pas ton... Yes, yes, si tout le monde est OK aussi, parce que On bah, vous demande voilà, pas de mettre vos vignettes visuelles, voilà, mais je crois que c'est important. Parce que j'espère bien qu'il y en a d'autres qui vont y croire. Bah, du coup, je t'interpelle tout de suite. Euh, Ça va ou tu veux rajouter des choses? Parce qu'il y a un petit bout, c'est toi qui l'avais fait. Donc, j'ai peut-être pas été tout à fait la bonne parole. J'ai essayé de reprendre. ouais, je voulais peut-être préciser sur le poids quand on dit dans les critères de guérison somatique, le retour à un poids santé, hein, on parlait, c'est vrai que quand on parle de poids santé, en tout cas d'un poids fonctionnel, on pense surtout à l'anorexie, à la perte de poids et aux conséquences sur la santé. Dans le cas de l'hyperphagie boulimie qui peut amener du surpoids, de l'obésité, etc., est-ce que l'objectif c'est de revenir à un poids santé genre normal Euh, dans le sens des critères, vous savez, de normalité, de l'IMC, etc., statistiques des IMC. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que je précisais avec une forme de stabilité du poids. oui. D'accord? Quand effectivement il y a une rémission, puis progressivement une guérison du trouble hyperphage, de l'hyperphagie boulimie, donc il y a plus en tout cas de perte de contrôle sur des crises de boulimie, voilà, bah, forcément ça va amener à une forme de stabilisation de poids. D'accord? Maintenant, dans ces cas-là, il y a aussi tout le côté de l'obésité. Et on va lire un peu, il y a eu pas mal de commentaires pendant ton intervention, on va les lire, et notamment de l'obésité, de la chronicité en fait de l'obésité, du fait de toute l'inflammation qu'amène
effectivement le stockage en fait de lipides, du tissu adipeux, etc. Et ça, c'est une vérité. Donc au niveau du poids, attention à ce qu'on entend sur retour à un poids santé. En tout Euh, cas, déjà, quand il y a une forme de stabilité du poids, de sortir de critères vraiment où le poids est extrêmement Enlever. critique pour la santé, on va dire, et en tout cas une forme de stabilité du poids, ça déjà, c'est important. Ouais, Tu fais ouais, bien de c'est clair. préciser, même si dans ma tête, à moi, c'était clair, c'est Ouais, mais une meilleure santé. Voilà, ce qui Hmm. permet d'avoir d'un point de vue réaliste, effectivement, le meilleur état de santé et puis, du coup, d'améliorer sa qualité de vie et Ouais. possiblement sa longévité. Et comme tu le disais, il n'y a pas de guérison de la tête sans la guérison du corps. Et je veux dire, ce côté de poids santé, c'est pas seulement un poids sur la balance, mais c'est aussi, on va justement aller le faire sentir dans le corps. Je veux dire, on sent dans notre corps quand notre corps il est plus fonctionnel, vous voyez, à tout niveau, hein, quand il y a eu besoin de démaigrir ou quand effectivement il y a une stabilisation du poids parce qu'il y avait une prise de poids depuis des années, etc. Je veux dire, l'idée, c'est de travailler effectivement sur c'est quoi mes ressentis, qu'est-ce que mon corps est capable de faire maintenant que je sentais qu'il n'était pas capable de faire avant aussi, dans le fonctionnement, dans la digestion, dans le mouvement, dans toutes ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement important, je crois, à aborder et à accompagner, à faire sentir. Oui. Voilà. Alors, si tu veux bien lire les petits messages, sachant que j'en ai vu juste un passer qui disait si on laisse l'enregistrement, je respecte, mais je pourrais pas m'exprimer. Ce que je ferais, c'est je couperais les 5 dernières minutes d'enregistrement. Ouais. Comme ça, voilà, s'il y en a quelques-uns qui l'enregistrement gêne, voilà, ils pourront s'exprimer. On va faire Alors, du plutôt que du ou. Voilà. je prends, il y a deux questions autour de la rémission. Et donc, Katharina, tu nous dis, peut-on parler de rémission du fait de la chronicité? Nous devons être vigilants à vie. Tu vois, c'est là, je crois, où il y a deux choses. Il y a vraiment le TCA, le trouble des conduites alimentaires. Pour le coup, souvent associé à de l'obésité, c'est plutôt sur l'hyperphagie. C'est ce que je disais, tu vois, il y a vraiment le trouble. Et l'hyperphagie, bah, c'est ces crises d'hyperphagie. Et ça, oui, on Moi, en c'est guérit. ils ont, voilà. Clairement, ça, on en guérit. Ouais. D'accord? Maintenant, par rapport aux conséquences, quand Angélique disait, bah, elle, de son trouble, oui, elle reste abîmée à certains endroits, son corps s'est largement réparé et en même temps, il reste abîmé à certains endroits. Bah, il y a des endroits où, effectivement, je crois que ça ne se réparera pas, Angélique. Non, non, Voilà, on va écoutez, rentrer dans les détails, mais de même que sur des conséquences d'une anorexie un peu sévère, ou d'une boulimie un peu sévère avec beaucoup de vomissements, ou d'une hyperphagie un peu sévère avec une prise de poids importante, il y a des endroits où le corps il va avoir du mal à se réparer. Et effectivement, sur l'obésité, comme il y a eu des problèmes pas mal d'inflammation, etc., et enfin, voilà, il y a des conséquences qu'on n'arrivera pas à réparer complètement. oui. Voilà, comme je dirais, bah, voilà ce que Angélique disait d'un cancer du sein où on se fait une ablation des seins, bah, il restera des cicatrices à un endroit qui vont rester, quoi. Donc on n'aura pas tout à fait tout réparé. C'est pour ça Voilà. que il y a la notion de rémission. Alors, c'est vrai qu'elle est utilisée parfois. Moi, j'ai porté le mot, là, j'ai voulu vous porter le mot guérison, vraiment, parce que vraiment, en se disant, Ouais. ça peut être durable. Mais c'est vrai que pour moi, on ne, guérir, ça ne veut absolument pas dire revenir à l'état antérieur, hein, dans des maladies qui ont duré. Euh, Possiblement, c'est garder quelques stigmates, mais aussi des fois, je crois que ça, c'est la vraie guérison aussi. C'est un peu comme quand on a un pirate à l'époque, il se faisait balafrer et il revenait fièrement. Il avait aussi finalement toute une histoire à raconter. Il lui restait une petite cicatrice. Ça parlait de son histoire, mais il avait aussi gagné plein de choses derrière. Donc la traversée des troubles des conduites alimentaires, même si ça laisse des stigmates, bah, c'est aussi notre chemin de vie et c'est ça aussi qu'on doit trouver derrière. Voilà. Ouais. Il y a une autre question autour de la rémission de Laurine qui demande à quel moment on parle de rémission, à quel moment on parle de guérison. Je crois que tu l'as dit. C'est une histoire de durée. Vas-y, je te laisserai. C'est une histoire de durée. D'ailleurs, en cancérologie, souvent, c'est 5 ans. Dans Mm. les troubles des conduites alimentaires, on dit 3 ans sans rechute, donc ça peut faire un 3 à 5 ans aussi. Euh, et, et du coup, alors c'est marrant parce que moi, j'aime pas tellement d'étonner, mais c'est moi sur ce terme de rémission. Ce que je veux dire, c'est on est en chemin de guérison et de toute façon, il y aura peut-être des rechutes, mais quand il y a guérison, il y a des choses qui changent et c'est super important la question parce que c'est pas le patient qui s'autoproclame guéri. Ça, Mhm. c'est une chose. Parce que tout seul, on n'est pas toujours capable. D'ailleurs, des fois, on a peur, on s'accroche.
Voilà. Est-ce que je peux venir vous voir une fois de temps en temps? Bah, bien sûr, de toute façon. Euh, c'est pas non plus le soignant en face qui dit vous êtes guéri. Parce que d'ailleurs, beaucoup de soignants s'arrêtent au poids et évaluent vous êtes guéri. Ben non, parce que si tu es guéri du poids ou à peu près dépensé du TCA, par contre, en sous-couche, faut finir de résorber le mal-être. Et normalement, quand il y a un bon accordage avec l'équipe de soins, on sait et on sent tous ensemble qu'il y a un point où plus jamais voilà, on ne rebascule. Donc, il y a quelque chose qui se travaille ensemble et on arrive vraiment à une guérison. Voilà. Encore une fois, tout en gardant des séquelles à certains endroits, mais ça comme des gens qui possiblement ont un accident de route, hein. Oui, et tu l'as bien expliqué, hein, les critères de guérison, il y a des critères somatiques, il y a des critères au niveau du comportement alimentaire, il y a des critères psychologiques, il y a des critères psychosociaux, et c'est vraiment tous ces critères-là. C'est pour ça qu'en tant que soignant, moi, toute seule en tant que diététicienne, je ne vais pas dire à un patient, vous êtes guéri. Non, Ben voilà. non, parce que je ne peux pas, même si j'ai, voilà, de par mes formations, etc., on essaye d'avoir une approche assez holistique, c'est pas tout seul. Donc c'est ensemble qu'on va poser ce mot, je crois. Oui, Euh, avec l'équipe et avec le soignant aussi, et avec le patient aussi, parce que c'est ce qu'il va ressentir lui aussi qui va nous guider. oui, oui. Et il y a Et un peu en tout cas, tous ces critères à aller explorer ensemble. oui, et c'est important aussi de travailler ça parce que la guérison, elle se parle aussi. Quand on commence à l'ébaucher, c'est quel sens ça aura et qu'est-ce qu'on se représente? Parce que possiblement aussi, parfois, je dis une bêtise, possiblement, alors moi, globalement, je suis guérie, mais j'ai gardé un petit travers si je bois un peu trop de café. On pourrait dire, et je travaille un peu trop, ça reste une petite déviance du TCA et du côté, voilà. J'aurais pu continuer, j'ai travaillé longtemps en thérapie, puis j'aurais pu pousser encore un peu plus loin en me disant, bon, bah, j'enlève tout ça aussi. Puis il y a un moment aussi où un humain, c'est très imparfait et c'est très heureux en étant imparfait. J'ai choisi aussi et j'ai défini que moi, la guérison, ça m'allait aussi comme ça. Tout comme des fois quand les gens viennent pour arrêter de fumer, ils s'aperçoivent que avec 2 cigarettes tous les 2 jours, c'est cool. Eh ben, on va jusque là aussi. C'est voilà, c'est la guérison aussi, ça doit prendre une forme. Et quand on disait, même des années plus tard, des fois, on s'aperçoit qu'on a guéri d'un truc de plus sans s'en apercevoir. Voilà, il y a quelque chose qui continue. Ou des fois, des personnes qui nous disent, j'en étais arrivé là, au stade de ma guérison, aujourd'hui, je sens que je peux aller un peu plus loin. Et du coup, ben, on y va, quoi. Ouais, Voilà. C'est pour parce que ça que ça c'est se OK pour aller travaille plus loin. aussi en réflexion et ensemble. Et ça continue finalement, c'est une vraie reprise de croissance qui dure toute la vie. Ouais. Alors, il y a Vanessa qui nous témoigne en disant, on parle beaucoup de 3 à 5 ans, hein, en parlant de la guérison. Pour ma part, ça fait 27 ans. D'abord l'anorexie, le décès de papa assez jeune, puis boulimie vomitive et les deux. Le problème est que je n'ai pas eu d'aide ni pour le deuil, donc ni pour le TCA, j'imagine. Aujourd'hui, avec l'aide, il y a du mieux, mais les troubles sont toujours présents, difficile de se projeter. Oui. Eh ben, Vanessa, je peux que dire que globalement, j'ai 55 ans, j'ai souffert pendant 37 ans de troubles des conduites alimentaires de 3 formes aussi. On n'était pas très très bien soignés, mais ça n'empêche qu'à côté de ça, j'ai fait 25 ans de thérapie, y compris pour devenir psy, mais voilà, dans le parcours. Et j'en suis sortie parce que j'ai eu un raisonnement à un moment donné. Puisque j'avais des enfants, je voulais pas leur filer cette cochonnerie, même si je savais qu'il y avait des probabilités, donc je me suis condamnée à guérir. Voilà comment je me suis dit. Je me condamne à guérir. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui faisait sens. Et le fait est que, ben, du coup, j'imaginais jamais que je serais devant vous et puis que j'aiderais d'autres patients à guérir, quoi. Dans le chemin, puis que je rencontrerai Cécile, voilà. Mais dans le chemin, il y a eu plein de belles choses. Et à un moment donné, oui, c'est long, c'est laborieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très très bien qu'on le redise. Parce que c'est vrai que des fois, quand les gens disent, ouais, mais moi, ça fait 7 ans ou ça fait 10 ans, je suis nulle. Bah, moi aussi, alors j'étais très nulle en guérison, hein. J'ai pas eu des bonnes notes en guérison parce que j'ai mis beaucoup de temps, hein. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivée. Oui, et Lisa, je pense, répond du coup à Vanessa en disant cela prend du temps. Le temps rallonge lorsqu'on se fait accompagner par des professionnels tardivement. Tu l'as dit, hein, on ne sort pas du TCA tout seul et on a besoin d'être accompagné. Et on a besoin de trouver je pense, les bons soignants, déjà les soignants qui connaissent, qui comprennent et qui peuvent nous accompagner, et puis une forme un peu d'alchimie aussi avec ces soignants-là, parce qu'on a beau avoir des compétences, des fois le feeling il passe ou il passe pas. Voilà, mais chaque cas est différent. L'important étant de se faire accompagner par les professionnels. Et Lisa, tu précises, il ne faut pas aller trop vite non plus, car le risque de rechute est haut.
chacun son rythme. Oui, chacun son rythme. Un pas après l'autre et on consolide et puis on va plus loin. Ouais. Ouais. On avait travaillé hein, sur le temps, je crois que c'était une des conférences du premier semestre. On disait, voilà, c'est chacun son rythme. Et après, malheureusement, c'est vrai que des fois, les urgences vitales font que, bon, de temps en temps, on passe en face aiguë et là, il faut faire un petit peu plus vite. Euh, Ensuite, Lisa nous dit plein de petits messages. On ne mérite pas de manger. Manger n'est ni une récompense ni une punition, c'est un besoin. Bah oui, tu ah l'as bah dit. ça, globalement, je crois jamais avoir dit qu'on mérite de manger. Enfin, c'est pas... Ok. Alors, Katharina, l'aspect financier peut être un frein chez certains patients pour se lancer dans un suivi à long terme. Et C'est en ça que c'est un problème, c'est que nom d'une pipe, c'est reconnu comme étant une maladie et euh, une grande partie des soins efficaces ne sont pas remboursés. Voilà. Et notamment dans les cas de prise de poids au stade où on arrive à être candidat à la chirurgie va être, elle, remboursée. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive aux extrêmes pour que parfois, en cas d'anorexie, l'hospitalisation sera remboursée. Mais c'est triste quand même d'arriver à ces extrêmes. sachant, oh là, je bug ce soir, sachant que la chirurgie ne guérit pas du TCA. Mais voilà, Petite parenthèse. voilà, en plus. Je m'excuse, je dois partir. Bah, au revoir Voilà. Caroline. Je m'excuse. Désolée, j'ai pas vu le message. C'est un message très positif. Donc, Katharina qui répond, je pense, à la suite des messages. Difficile de s'exprimer pour ma part si l'enregistrement n'est pas coupé. On va couper l'enregistrement pour que Ouais. vous puissiez vous exprimer chacun, chacune, si vous souhaitez que ce soit hors enregistrement. Euh, alors, Christelle, tu nous dis y compris la dysmorphophobie, mais je ne sais pas par rapport à quel message. Donc peut-être tu peux nous dire, oui, vas-y, explique-nous. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que mon message est sorti donc du contexte. C'est lorsque tu parlais du poids de santé et puis des traces que les TCA pouvaient laisser sur le corps. Moi, ce que je remarque de par mon expérience personnelle, mais aussi professionnelle, c'est que la dysmorphophobie, elle reste très longtemps. Et la guérison, c'est peut-être pas forcément de ne plus en avoir, mais c'est savoir la reconnaître et savoir la gérer, je pense. Oui, oui. Et du coup, là, tu me permets de refaire un petit apport. Ce qu'on nomme par accueil la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quand on est focalisé sur une zone de son corps qu'on n'aime pas. Donc ça, il n'y a pas que les patients TCA qui ont ça. Il y a plein de gens qui ont une zone qu'ils n'aiment pas. Le problème dans notre maladie, c'est que des fois, c'est pas de la dysmorphophobie. C'est la phobie du corps. C'est-à-dire que c'est tout notre corps qu'on ne supporte pas. C'est pas du tout à fait le même grade. Et là aussi, mais ça, c'est pour ça qu'on travaille avec les soignants, c'est faut mettre les beaux mots au bon endroit. C'est pire qu'une dysmorphophobie quand on supporte pas d'avoir un corps hein, et ce qu'il représente. Hein. Et du coup, la guérison, c'est effectivement, j'allais dire, c'est tolérer ce corps-là. Alors, est-ce que quand on nous parle d'amour de soi et de se trouver beau dans le miroir, alors là, on n'y est peut-être pas. Hein. Il nous faudra peut-être une deuxième vie, mais, mais en tout cas, de pouvoir au moins reconnaître que ce corps-là, c'est le nôtre. Il est imparfait et en même temps, c'est marrant, j'ai un petit clin d'œil pour Catherine quand elle nous avait fait sur se vêtir, voilà, travailler son apparence. Euh, En tout cas, essayer de trouver une façon de l'agrémenter aussi pour qu'il nous soit supportable au quotidien. Et ben, puis il y en a qui trouvent des drôles d'idées, qui sont tatouées de partout après pour le supporter au quotidien. C'est pas de la maltraitance, c'était une façon de le supporter. Ah. Amélie nous demande, doit-on parler d'abstinence? Alors, même chose, j'imagine que c'était un... Tu rebondissais, Amélie, par rapport à ce que Angélique disait, mais je ne sais pas ce qu'Angélique était en train de dire à 19h25. Désolée, je Eh ben, mais tu ne suis pas. n'ai pas suivi l'horaire. Donc, Amélie, je ne sais pas si Alors, tu es OK pour participer là ou peut-être après, hors enregistrement, tu nous diras.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Charlotte, merci beaucoup pour cet échange et ces messages pleins d'espoir. Je dois vous laisser. Au revoir, Charlotte, avec un peu de retard. Vanessa, il est également difficile d'avancer lorsque sa famille est dans l'incompréhension et plutôt jugeante. Bah oui, tu nous l'as dit, Angélique, hein. C'est comme Euh, si du coup là ça rallongeait parce qu'au lieu d'avoir de l'aide, on nous met des haies à sauter en plus du chemin, ouais, quoi. Donc, ouais. difficile. Avec des reproches parfois du genre tu fais pas d'efforts, voilà. Alors que des fois on comprend même pas soi ce qui nous arrive. On met longtemps soi-même à Ouais. comprendre ce qui est en train de se passer pour nous. Alors Oui, oui. voilà. Et, euh, et voilà. Eh ben, du coup, est-ce que on clôture là l'enregistrement et Alors on... attends, juste Amélie qui répond, elle n'a pas dû entendre. Donc Amélie, en fait, tu avais réagi en disant, doit-on parler d'abstinence? Donc je ne sais pas par rapport à quoi tu réagissais. Si tu veux nous partager, mais peut-être on coupe l'enregistrement, ça permet de finir. S'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, qui n'ont pas pu s'exprimer dans Voilà. les messages, et puis peut-être en... Voilà. Alors avant de couper l'enregistrement, on le redit, hein, on en guérit. Voilà, le chemin, il est pas toujours très plaisant, c'est vrai. Et en même temps, ce qui est quand même formidable, c'est qu'au décours du chemin, on fait des rencontres incroyables. Et finalement, moi, je peux le redire, hein, sans les troubles des conduites alimentaires, il n'y aurait pas Cécile et Romuald à mes côtés, on ne serait peut-être jamais rencontrés. Ah, rien que ça, j'ai pas de regrets. Allez.